Bonjour à tous. Alors, on poursuit notre série sur l'Union européenne en compagnie de François Coq. Bonjour François. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas communiste, mais vous vous opposez franchement à l'Union européenne car elle est antisociale, antidémocratique et anti-républicaine. Alors, vous êtes enseignant, vous êtes ancien secrétaire général du parti de gauche, puis orateur national à la France Insoumise. France Insoumise, dont vous avez été exclu début 2019 au moment de son abandon de la stratégie du plan A plan B et donc de son renoncement à l'hypothèse d'une sortie de l'Union européenne et de l'euro, qui était pourtant le socle de son programme de la présidentielle de 2017. Et vous êtes aussi analyste politique et essayiste, et vous avez notamment écrit en 2018 « Alerte à la souveraineté européenne, la chimère de Macron contre la souveraineté populaire », ainsi que l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes. Alors pour commencer, vous dites que l'UE n'a jamais été une construction au service des peuples, et dans ce cas, qui sert-elle ? Qui sert l'Union européenne ? Je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Je crois qu'il y a la réponse classique que tout le monde connaît et a en tête, c'est-à-dire que c'est une construction depuis le traité de Rome qui est au service du capital. Tout atteste de cela, et y compris tout le cycle qui va de l'acte unique de 86 au traité de Maastricht de 92 jusqu'ensuite au traité constitutionnel européen de 2005, montre qu'on est dans une construction économique au service de la finance et du capital. Pour autant, je crois que cette partie-là est insuffisante pour analyser ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. L'Union européenne est aujourd'hui devenue un corset démocratique. Voilà, c'est ça, je crois, l'étape ultime pour mettre en place, bien évidemment, sa politique au service du capital. Mais pas simplement, pour aussi se survivre à elle-même, pour s'auto-entretenir, pour maintenir le pouvoir dans les mains de ceux qui l'ont depuis maintenant 70 ans et qui refusent de le lâcher et qui refusent même de le partager avec les peuples. Et si je me suis arrêté dans la description à 2005, c'est que c'est vraiment le point de rupture. Ce traité constitutionnel européen qui avait été imposé de force, qui avait été rejeté par le peuple français, mais pas seulement, par les Néerlandais, il y avait les Irlandais qui étaient également dans la boucle, et puis tous les peuples qui n'avaient pas été sollicités à l'époque, parce que les ratifications se faisaient via les représentations, via les parlements, et non pas en sollicitant les peuples. Là, on a une rupture démocratique extrêmement forte. Et on voit aujourd'hui, et moi c'est un petit peu le sujet de mes travaux et de mes analyses, que l'Union européenne est le paravent pour le maintien de politiques qui sinon n'arriveraient plus à s'exprimer dans les pays nationaux. Cette même politique de l'Union européenne qui diffuse partout avec ses émissaires coloniaux dans les différents pays est rejetée par les peuples quand on les sollicite. Or, où les sollicite-t-on ? À l'échelle nationale, parce que le cadre national est le cadre où s'exprime le plus naturellement la souveraineté populaire. Eh bien, l'Union européenne, elle vise finalement à se défaire de ça. Si vous permettez, je dis juste un mot juste pour retracer cette idée démocratique parce qu'il me semble qu'elle est importante, elle est prégnante pour comprendre ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. On a connu de la création de l'UE, pour le dire vite, jusqu'au début ou au milieu des années 2000, l'alternance du bipartisme, de la social-démocratie d'un côté et de la démocratie chrétienne de l'autre, de la gauche et de la droite, quoi. Et un coup à toi, un coup à moi, et de toute façon, c'était globalement et de plus en plus les mêmes politiques qui étaient en jeu et qui se mettaient en place. Les gens ont commencé à en avoir marre, se sont aperçus qu'il y avait un biais et qu'on était en train de tricher avec ça. Et c'est notamment, et ça arrive avec la conjonction du traité constitutionnel européen de 2005, ils ont dit stop. Et quand ils ont dit stop, le système n'a pas voulu se bloquer. Il a cherché une solution de repli. La solution de repli que le système a trouvée, c'était les grandes majorités, sur le modèle de ce qu'on appelle la GroKo allemande, la grande coalition. Pour être clair, la gauche et la droite qui se mettent ensemble, puisque de toute façon elles mènent la même politique, pour faire une entente et se maintenir au pouvoir. Mais enfin, les gens ne sont pas dupes. Ils ont bien vu qu'il y avait une arnaque là-dedans, et donc ils ont refusé même de donner des majorités à ces grandes coalitions. On est donc venu dans l'étape suivante. Alors l'étape des grandes coalitions, son point un petit peu ultime, c'est 2014, puisqu'il y avait des grandes coalitions à l'époque dans 18 des 27 pays de l'Union européenne. Et on en vient à l'étape suivante où les peuples disent, même ces grandes coalitions, on n'en veut pas, puisque en fait ce qu'on rejette, c'est la politique qui se trouve derrière. Et donc, ils n'ont plus donné de majorité
conjointe à la gauche et à la droite, et on est rentré dans ce que moi j'ai appelé l'ère de la démocratie minoritaire, c'est-à-dire que les gouvernements n'arrivaient même plus à se former, et ils accédaient au pouvoir en ayant une représentation parlementaire qui était minoritaire. Et c'est pas des cas isolés dont je parle, puisque là, j'ai parlé de 2014 pour le point haut des grandes coalitions, et 2018, c'est le point haut de la démocratie minoritaire, puisque dans 16 des 27 pays de l'UE, eh ben, à ce moment-là, il y avait des gouvernements qui étaient minoritaires au sein de leur propre Parlement. Autrement dit, les peuples en conscience, et par contre, moi, c'est ça que j'affirme, que c'est un vote en conscience, c'est pas juste le système électoral qui s'affaisse ou les gens qui ne sont plus épris de démocratie. Le système, les peuples décident en conscience de bloquer le système électoral. Voilà un peu l'étape à laquelle on en est. Et aujourd'hui, eh ben, comme toujours, le système cherche un biais pour retrouver une assise. Donc, à quoi sert l'Union européenne? À mettre en place une politique au service du capital, mais elle sert aussi à auto-entretenir une caste qui est au service de ce capital, mais qui est aussi au service d'elle-même et qui fonctionne finalement en vase clos. Vous constatez la résurgence de revendications identitaires et la remontée des égoïsmes et des nationalismes au sein de l'UE. Comment l'expliquez-vous? C'est lié au développement que je viens de faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le système se grippe, où le système se bloque, les gens cherchent une issue. L'une des issues proposées, soyons clairs, elle est proposée par l'extrême droite et elle s'appuie sur des revendications identitaires. Mais pourquoi est-ce qu'elle trouve son pain béni là-dedans? Tout simplement parce que on a tellement émietté la société, on a tellement atomisé la société, qu'on en est venu au stade ultime, qui est celui de l'individualisation, dans lequel les gens non seulement ne se retrouvent pas, mais dans lequel ils ont besoin de retrouver des identités collective de substitution. Et comme cette identité collective ne peut plus être, nous dit-on, la nation, ne peut plus être le corps politique constitué dans lequel nous avons des choses en partage, eh bien dans ce cas-là, les gens cherchent à se regrouper sous des formes identitaires ou communautaristes. C'est ce qu'on voit à l'échelle de la société. Et donc le communautarisme que l'on voit à l'échelle de la société, sa déclinaison politique, c'est les politiques identitaires, les politiques anti-immigration, et bien sûr l'extrême droite fait son miel de tout cela. Donc on est dans ce stade-là où au moment où le système se grippe globalement, ou au moment donné où on a cet éparpillement qui se retrouve aussi sur la scène politique, eh bien le poids relatif de ce qu'était l'extrême droite devient de plus en plus prégnant et apparaît, il faut bien le dire aujourd'hui, comme l'un des seuls éléments dynamiques de la scène politique. Et on sait toujours que la force va à la force et que dans ce cas-là, ce qu'on constate en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, enfin faisons le tour des pays au sein de l'Union européenne, c'est effectivement la montée des extrêmes droites. Quand je disais que cette situation de démocratie minoritaire avait des conséquences importantes, c'est que on est en train aujourd'hui de commencer à voir quelles peuvent être les issues de cette situation de démocratie minoritaire. La démocratie minoritaire n'est pas un état stable de la pratique démocratique et de l'expression de la souveraineté populaire. Donc on sait qu'on va en sortir. La question c'est comment va-t-on en sortir? Ce qu'on constate depuis quelques années, parce que la France a un temps de décalage par rapport à ça. Nous sommes entrés en démocratie minoritaire, vous le savez, depuis les élections de 2022, puisque M. Macron n'a plus de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais dans les autres pays, j'ai dit que c'était globalement autour de 2018. Et donc ces pays sont plus ou moins déjà en train d'en sortir, puisque ce n'est pas un État stable. Donc on peut regarder ce qui se passe dans ces pays. Eh bien, il n'y a pas 50 000 possibilités. Soit on s'enfonce dans la démocratie minoritaire, en gros l'Espagne. Voilà, ça c'est le premier cas. Soit, deuxième cas, il y a ce qu'on appelle les majorités big tent, grands chapiteaux. C'est le cas de l'Allemagne, c'est-à-dire des majorités éclectiques. En Allemagne, par exemple, c'est le SPD, les sociodémocrates, qui sont alliés avec les Verts et qui sont alliés avec les libéraux. Hein. Les libéraux allemands, c'est des libéraux, j'allais dire, chimiquement purs, hein, d'un point de vue économique. Autrement dit, c'est une armature qui est une armature électoraliste et pour créer une majorité représentative, mais qui n'a absolument aucune cohérence politique et idéologique derrière, et qui amène derrière à des choses aussi absurdes que le fait que les Verts, par exemple, falsifient des documents officiels pour pouvoir faire sortir le pays du nucléaire, parce qu'ils savent que dans la coalition, les libéraux ne sont pas d'accord. Voilà, on en arrive à ça. Donc, soit approfondissement de la démocratie minoritaire. C'est pas le plus, c'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent, mais ça arrive.
Le plus souvent, on passe vers ces coalitions grands chapiteaux. Et puis la troisième possibilité, c'est que la montée et la puissance de l'extrême droite fait que soit ils sont en capacité d'arriver au pouvoir sous la forme notamment d'une recomposition des droites, soit ils sont les faiseurs de rois. C'est ce qu'on voit pour le coup dans les pays nordiques, et où leur arrivée au pouvoir en prenant la tête des droites comme en Italie avec Madame Meloni. Donc voilà un petit peu les schémas de sortie de la démocratie minoritaire, et bien sûr, on voit que là-dedans, la prégnance et la place de plus en plus importante qu'occupe l'extrême droite. Et d'ailleurs, bon, l'Union européenne dit souvent qu'elle s'oppose aux autoritarismes, au totalitarisme, mais là on voit très bien qu'elle s'accommode de majorité d'extrême droite. Non seulement elle s'accommode de majorité d'extrême droite, mais désormais elle est prête à pactiser officiellement, je dis bien officiellement, parce qu'officieusement on a bien compris qu'il y avait déjà de nombreux points d'accord, mais à pactiser officiellement avec elle. J'en veux pour preuve qu'à la toute fin du mois d'avril 2024, lors du premier débat de campagne entre les prétendants à la présidence de la Commission de l'Union européenne. D'ailleurs que Mme von der Leyen voulait requalifier en présidence, non pas de la Commission, mais présidence de l'Union européenne en tant que telle. Lors du premier débat entre les candidats putatifs à cette présidence de la Commission, ce débat avait lieu à Maastricht, si je ne m'abuse, tout un symbole, eh bien, Mme von der Leyen, qui était interpellée sur le sujet par la candidate des Verts, a dit qu'elle était prête à faire alliance. Elle a ouvert la porte à une alliance avec le groupe ECR au Parlement européen. Je dis un mot là-dessus parce que ça me semble important. Madame von der Leyen est assise sur une coalition majoritaire avec le PPE, c'est-à-dire la droite, avec le groupe SED, c'est-à-dire les sociodémocrates au Parlement européen, le PS français par exemple, et puis avec le groupe Renew, qui est le groupe de M. Macron. Voilà. Et ces trois groupes-là font l'assise de ce qu'est le Parlement européen, et donc derrière de la Commission européenne. Ce que dit Mme von der Leyen, c'est qu'elle est prête, en fonction des conditions, à faire alliance avec le groupe ECR. Le groupe ECR, c'est le groupe qui est présidé par Mme Meloni en Italie. Mais c'est le groupe dans lequel siègent, par exemple, les partenaires de M. Zemmour en France, ou le PiS polonais, dont on nous dit toujours pique-pendre lorsqu'il est question d'élection, mais qui finalement ferait partie de cette majorité. Donc bien évidemment, la technostructure de l'Union européenne non seulement s'accommode de cela, mais si demain elle doit en passer par là pour se maintenir en place, elle le fera sans aucun scrupule, et c'est ce qu'a annoncé Mme von der Leyen. J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent, moi, tous ceux qui sont alliés avec Mme von der Leyen à Strasbourg, M. Glucksmann, Mme Ayer. J'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent de ces déclarations-là, et qu'on leur en mette un petit peu sous le nez, de savoir s'ils sont d'accord pour siéger demain dans le même groupe que celui de M. Zemmour ou de Mme Meloni. Et inversement, on voit que l'extrême droite, Zemmour, Le Pen, s'accommode très bien des institutions européennes, de cette UE antisociale. Elle s'en accommode parce qu'il se passe la même chose, il se passe la même chose au sein du Parlement européen que ce qui se passe dans les différents pays. J'ai développé il y a un instant l'état de démocratie minoritaire qu'on voit se mettre en place d'élection en élection dans chacun des pays de l'Union européenne. Mais progressivement, on en arrive à cela au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Mme von der Leyen fait cette proposition. Les trois grandes forces que j'évoquais, le PPE, SED, les sociodémocrates et Renew, faisaient encore et font encore dans l'Assemblée actuelle autour, je crois, de 59% des parlementaires. Mais les perspectives électorales qu'on nous annonce pour le mois de juin feraient qu'il n'aurait plus que 54% au sein du Parlement européen. Donc petit à petit, y compris au sein du Parlement européen, qui pourtant n'est pas pensé comme cela, on se dirige vers une situation de démocratie minoritaire et donc de blocage. Et donc, Mme von der Leyen cherche des alliances, mais elle cherche des alliances parce qu'elle voit aussi le danger. Parce que j'ai parlé du groupe ECR de M. Zemmour et de Mme Meloni, mais il y a un autre groupe, IED, un groupe identitaire au sein du Parlement européen, dans lequel siège notamment le Rassemblement national, avec Vox en Espagne ou avec l'AfD en Allemagne. Et l'alliance entre les deux groupes ECR et IED pourrait potentiellement devenir la première force
au sein du Parlement européen. Donc on voit bien que l'extrême droite, non seulement elle s'accommode du Parlement européen parce que sur le fond, elle est capable de retourner sa veste. Voyons quand même très clairement ce que fait Madame Meloni, qui est devenue une otaniste convaincue depuis qu'elle est au pouvoir, une partisane de la guerre à tout crin pour prolonger la souffrance en Ukraine. Et puis, donc on voit sur le fond qu'il s'en accommode dans les institutions européennes, et puis il s'en accommode parce qu'il continue à prendre des positions au sein de cette Union européenne qui était censée être un rempart d'un côté contre la paix et de l'autre côté comme contre les extrémistes et les extrémismes. Mais on voit ce qu'il en est. Vous expliquez que l'UE a impulsé des réformes territoriales, notamment la loi NOTRe en 2015, que vous avez un peu étudiée, et qu'elle promeut aussi les régionalismes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle le fait et dans quel but? Et si la République une et indivisible, même si elle est bourgeoise, est-ce qu'elle est en danger? Ah, ça pourrait être en danger, elle est en danger. Alors, c'est un mouvement de fond d'abord. Ayons en tête que ce qui se passe en France, ce n'est pas arrivé en France par hasard. La loi NOTRe, c'est-à-dire la réforme territoriale qui a été portée par François Hollande et les siens pendant son quinquennat, n'est jamais que la déclinaison de ce qui se passait dans d'autres pays. Je pense à la Grèce, où il y a eu une réforme qui s'appelait la réforme Kallikratis, qui est exactement la même. On découpe un petit peu le territoire. On a connu la même chose en Italie. Bon, de pays en pays, on voit la même volonté dans les recommandations de l'Union européenne. Vous savez, hein, l'Union européenne fait des recommandations. Elle fait deux choses. Hein, elle valide les budgets. Elle donne des conseils, pardon, sur les budgets avant même que les parlementaires nationaux aient pu les examiner. Rien que ça, et elle donne des recommandations. Et quand elle donne une recommandation sur un budget, elle donne des recommandations sur la réforme territoriale, la réforme des retraites, etc. Bon, donc depuis 2012, depuis 2013, la Commission européenne a donné des recommandations pour faire des réformes territoriales, et en France, ça a été la loi NOTRe. Et dans la loi NOTRe, il y a deux aspects, il y a deux lois. Il y a la première qui est la loi de redécoupage, on est passé de 22 régions à 13 régions. Et le deuxième aspect, c'est les transferts de compétences qui sont assis sur les métropoles qu'il y a au sein de chacune de ces régions. En gros, c'est une région, une métropole. Qu'est-ce que c'est qu'une métropole? C'est un point d'accumulation du capital, pour être très clair, pour le dire en termes, je pense, compréhensibles par tous ceux qui sont derrière le poste là. Donc, la réforme territoriale, à la base, c'est cela. Mais elle a un objet démocratique, la réforme territoriale, pour laisser les mains libres, de la même manière qu'au sein de l'Union européenne, pour laisser les mains libres au capital. C'est qu'elle défait, derrière, la capacité des citoyens à réagir sur le point de vue, sur le plan démocratique. Et on le voit tant et si bien que le rêve de l'Union européenne, c'est de pouvoir traiter directement avec les régions, sans intermédiaire. Et ces régions veulent, elles, dans un même mouvement, se défaire du cadre national pour pouvoir ensuite se dire sous le parapluie de l'Union européenne. Je pense à l'Écosse. Je pense à la Catalogne, qui est l'exemple peut-être le plus marquant de tout cela. Finalement, tous ces gens nous disent « Ah, ben on peut se défaire du cadre national, puisque on se retrouvera au sein de l'Union européenne et on bénéficiera des aides de l'Union européenne, on bénéficiera de sa technostructure, etc. » Ben voilà, comment finalement on défait derrière le cadre national. Et pourquoi veut-on défaire le cadre national? Je l'ai dit au début de notre entretien. Parce que le cadre national, c'est quand même ça le point de départ. C'est le cadre dans lequel s'exprime naturellement la souveraineté populaire. Et qu'est-ce que vous voulez revendiquer derrière avec une région même comme la Catalogne, hein, qui pèse, je crois, un peu plus de 20% du PIB espagnol, donc qui est importante d'un point de vue économique, mais qui, en termes démographiques, en termes donc de puissance citoyenne et populaire, demeure un cadre limité. Voilà ce que veut faire l'Union européenne. Elle veut défaire les souverainetés, elle veut défaire les cadres nationaux, l'unité et l'indivisibilité de la République pour nous autres Français, pour pouvoir ensuite traiter directement avec ces régions. Et bien sûr, le problème, c'est que dans ces régions-là, il y a des revendications autonomistes dans certains cas, indépendantistes beaucoup plus souvent, les deux étant liés ou l'autonomie étant souvent un marchepied vers l'indépendantisme. Et donc ces revendications, non seulement sont exacerbées dans chacun de ces territoires, prenons par exemple l'exemple de la Corse, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais il y a ensuite une espèce de course à la roue entre ces différents territoires. La Corse donne des idées à la Bretagne, à l'Alsace,
au Pays Basque. Et donc on voit un effet d'entraînement et finalement une espèce de gigantesque puzzle qui se met en place à l'échelle de l'Union européenne, mais d'abord pour nous autres Français dans notre territoire avec tous les risques de sécession que cela comporte. Et vous qui avez travaillé, enfin qui avez été élu local à Champigny-sur-Marne, vous pouvez aussi nous expliquer comment les communes, qui sont encore une instance démocratique, sont petit à petit remplacées par les métropoles ou les établissements publics territoriaux, les grandes agglomérations, qui reçoivent directement des subventions de l'Union européenne. Ah, ça c'est un des aspects de la loi NOTRe et l'un des aspects les plus terribles. J'ai parlé de la loi NOTRe comme une loi de métropolisation, et donc parmi les métropoles, il y avait des aspects spécifiques pour Paris, Lyon et Marseille, mais c'est la même chose au niveau des intercommunalités d'une manière générale. Si je prends l'exemple concret, allez, ce coup-ci. Moi, j'étais élu à Champigny-sur-Marne, une ville populaire, très populaire, de un peu moins de 80 000 habitants, donc une grande ville. Et puis d'un coup, d'un seul, on a obligé cette ville à basculer, à se faire aspirer. Jusque-là, il y avait la ville, la commune de Champigny-sur-Marne, il y avait le département du Val-de-Marne, qui était à l'époque encore en plus un département progressiste dirigé par le Parti communiste, la région Île-de-France, la France, puis l'Union européenne, paraît-il au-dessus. Mais en tout cas, Champigny-sur-Marne, jusque-là, était la structure de base. Sauf que Champigny-sur-Marne a été fondue avec 11 autres communes dans ce qu'on appelle un établissement public territorial d'un peu plus de 500 000 habitants. Donc vous voyez, on change complètement d'échelle, dans lequel il n'y a plus que 2 villes, ou en tout cas il y avait à l'époque 2 villes de gauche uniquement, qui n'avaient donc plus voix au chapitre dans les instances. Tout cela se faisait complètement à l'abri du regard citoyen et avec un transfert de compétences qui était organisé derrière, mais un transfert de compétences du quotidien, où on transfère le ramassage des ordures ménagères, on transfère le plan local d'urbanisme, voilà, on transfère tout ce que tout ce à quoi vous voulez participer, vous en tant que citoyen, dans votre vie de tous les jours. Et bien ça passait de l'échelle communale, vous aviez voix au chapitre, à l'échelle du territoire où c'était des petits arrangements entre les uns et les autres pour avoir des prébendes et la vérité pour cumuler le plus d'indemnités possible. Tout ça était franchement une machine à broyer et la machine est tellement puissante que c'était très difficile de lutter, y compris de l'intérieur. Moi j'ai été représentant au sein du territoire, j'ai lutté comme j'ai pu, mais honnêtement les choses se mettent en place parce que derrière la loi NOTRe crée les conditions pour cela. Je crois qu'on n'a pas pris suffisamment la mesure. Moi j'avais essayé d'initier, de porter une campagne à l'époque en 2014 contre la loi NOTRe. Ça faisait partie à l'époque, j'étais, vous l'avez rappelé, au parti de gauche, donc j'étais en charge de cette campagne, et on voit bien que non seulement les ressorts en ont été abandonnés, mais que y compris des personnes qui étaient vent debout contre cela, s'y sont aujourd'hui résignés pour des considérations souvent bassement électoralistes. Alors, qu'est-ce que la souveraineté européenne promue par Macron ? La souveraineté européenne est cette espèce de pseudo-supra-souveraineté qui, par nature et par définition, défait les souverainetés existantes, et notamment la souveraineté populaire et nationale. Puisque souveraineté, c'est superanus, je crois, en latin, c'est-à-dire ce qui est supérieur, ce qui est au-dessus de tout le reste dans son genre. Ok, d'accord, mais donc s'il existe une souveraineté européenne, il ne peut plus y avoir de souveraineté nationale. On ne peut pas avoir cette pseudo-articulation que M. Macron fait mine de nous expliquer, de discours de Sorbonne en discours de Sorbonne. Le premier, le discours de la Sorbonne de 2017 sur la souveraineté européenne, justement, ou le deuxième, le discours de la Sorbonne de 2024 sur l'Europe puissance, qui l'articule d'ailleurs avec la souveraineté européenne. Eh bien, il ne peut plus y avoir de souveraineté nationale, et donc il ne peut plus y avoir de souveraineté populaire. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté européenne ? C'est ça, c'est le transfert de souveraineté. C'est une conception délégative de la souveraineté. La souveraineté, pour M. Macron, n'est pas quelque chose qui s'exerce en permanence et où le peuple, le souverain, a un pouvoir de décision permanent. La souveraineté s'exprime à un moment T, et elle ne s'exprime pour M. Macron que par le biais électoral, pas par autre chose, et elle se transfère, ou à un endroit où elle ne peut plus être mise en danger et où elle ne peut plus être contredite. Eh ben, ce lieu, c'est Bruxelles, voilà, pour M. Macron. Mais ne croyons pas que tout ça est une construction à la va-vite de la part de M. Macron.
je crois que l'analyse que j'ai portée, que j'ai explicitée tout à l'heure sur le chemin vers la démocratie minoritaire, vers l'émiettement démocratique, vers la parcellisation démocratique, je crois que M. Macron a fait la même analyse. Sauf que la différence entre lui et moi, c'est qu'on n'y apporte pas les mêmes réponses. Voilà. Moi, j'appelle de mes voeux une reconstruction en recréant du commun et un format agrégatif. Lui, M. Macron, dit « Ah ben, puisque on en est à ce stade-là dans les pays, qu'on n'arrive plus à avoir de majorité, qu'on n'arrive plus à avoir d'assises pour se maintenir en place et pour mener les politiques au service du capital, eh bien, dans ce cas-là, transférons cette souveraineté à Bruxelles. Vous savez, plus le lieu de pouvoir et le lieu de décision est loin du regard des citoyens, et plus c'est facile de mettre en place ces politiques. On vient de le dire il y a un instant avec les intercommunalités ou avec les établissements publics territoriaux à l'échelle locale. C'est très exactement le même mouvement que M. Macron nous invite à faire à l'échelle géopolitique et internationale. Alors je vais citer un passage de votre livre, donc Alerte à la souveraineté européenne. Donc vous dites, tiraillée de toutes parts, l'Union européenne veut profiter de l'occasion des élections européennes à venir, donc c'était pour les élections de 2019, pour, dans un ultime coup de force, asseoir définitivement l'existant et se draper de la légitimité d'une souveraineté européenne hors sol, hors histoire, hors peuple. Tel est le projet que lui apporte sur un plateau M. Macron. Et donc par rapport à ça, je voulais vous demander si vous pensez que les élections européennes de 2024 ne seraient pas un moyen de légitimer le saut fédéral européen qui est en gestation et dont les grandes lignes ont été dévoilées dans la résolution du Parlement européen du 22 novembre dernier. Alors, il y a effectivement deux choses. J'écrivais ça en 2019, je crois que ça reste valable, mais c'était pas la même façon de faire. L'idée de M. Macron à l'époque, c'était d'aller d'une certaine manière assez tranquillement, naturellement vers l'Europe fédérale, parce qu'il pensait qu'il avait une majorité, en tout cas un soutien passif pour cela. Je dis bien passif, parce que tant qu'on n'interroge pas les gens sur le sujet, finalement ils suivent assez bonnement ce qu'on leur dit. Et donc il proposait des réformes, et notamment des réformes institutionnelles pour cela. Il proposait le fait de mettre en place, si vous vous souvenez bien, des listes transnationales pour les élections européennes. Ce qui n'était pas rien, hein, c'est-à-dire que ça visait à séparer et à confondre les notions de citoyenneté et de nationalité et à créer artificiellement finalement un peuple européen. C'était ça l'idée, à imposer l'idée d'un peuple européen qui est refusé par tous et d'abord par les Allemands. On se souvient des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe à plusieurs reprises qui réfute l'idée d'un peuple européen et qui fait en sorte d'ailleurs que les Allemands, que la loi allemande aura toujours le dernier mot par rapport aux lois et directives européennes. Donc il y avait ça, il y avait l'idée que les commissaires ne soient plus désignés en fonction des nationalités, que ce soit plus une répartition en fonction des nationalités. Bon bref, il proposait des réformes institutionnelles qui visaient à aller vers l'Europe fédérale. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui sont passées par là, notamment la crise Covid, qui a obligé à remettre sur la place publique le terme de souveraineté. Alors voilà. Le problème, c'est que Macron a eu du pif avec sa souveraineté européenne, même si elle n'a rien à voir avec la souveraineté européenne, le mot avait déjà été posé, et donc il avait déjà été préempté. Et tous ceux qui normalement auraient dû se revendiquer de la souveraineté depuis des années, eh bien, ont vu l'herbe coupée sous leurs pieds finalement par M. Macron. Je serais tenté de dire bien fait pour eux, non pas bien fait pour eux, parce que finalement on se retrouve derrière à courir derrière M. Macron sur cette notion de souveraineté, ce qui est quand même un truc absolument incroyable. Donc aujourd'hui que la crise Covid est passée par là, que la guerre en Ukraine aussi est passée par là, on en arrive à une situation nouvelle où M. Macron ne renonce pas à son idée d'Europe fédérale. De toute façon, il n'a pas 50 000 idées et il a bien compris que c'était la seule façon de se défaire des peuples, d'une certaine manière, d'aller vers l'Europe fédérale. Mais il le présente différemment. Il le présente plus par des réformes institutionnelles, parce qu'il sait qu'il n'a plus la majorité et le socle idéologique pour le faire, mais il fait ce qu'il a toujours fait d'une certaine manière, c'est-à-dire il essaie de noircir le tableau, il joue sur les peurs, les passions tristes, hein, nous disait-il à une époque, et il présente ces élections européennes comme une élection rien moins que existentielle pour l'Union européenne. C'est le truc à la mode, hein, existentiel. Hein. Donc on nous a présenté la guerre en Ukraine comme la guerre existentielle pour la Russie, comme la guerre existentielle pour Vladimir Poutine. Donc maintenant, les élections européennes sont existentielles pour l'Union européenne. Autrement dit, on vous met le couteau sous la gorge et on vous dit, vous n'avez pas le choix, hein. Attention, hein, votez bien, sinon l'Europe peut mourir, et si l'Europe meurt, la France meurt, bon, bref.
et vous aussi, vous mourrez d'ailleurs, parce que ça sera la guerre à l'échelle du continent, et donc vous irez vous battre contre les Russes. C'est quand même ça hein, qui est en toile de fond. Donc le saut fédéral dont rêve M. Macron n'a pas été abandonné, sauf qu'il est présenté aujourd'hui différemment. Il est présenté comme une réforme et comme une élection autour d'une élection existentielle, avec une dichotomie très claire qui doit être faite entre les fédéralistes d'un côté, quand bien même ils ne sont pas nommés, et tous les autres qui seraient rangés derrière un label d'identitaire ou de nationaliste ou que sais-je. C'est cette dichotomie de l'espace qui a lieu, et elle s'accompagne par contre derrière de l'Union européenne, de la Commission et du Parlement, qui quand même, du Parlement européen, qui est quand même un lieu de dépravation intellectuelle totale, qui vote des résolutions extrêmement dangereuses. Celle de novembre dernier dont vous parliez, celle qui fait que le droit de veto, quand même, le droit de veto qui reste le dernier élément de sauvegarde de souveraineté pour chacun des pays, le fait que ce droit de veto serait rogné et qu'on passerait en tout point et en toutes circonstances à la majorité qualifiée. Si j'ai bonne mémoire, le général de Gaulle avait mis en place dans les années 60 la politique de la chaise libre sur cette question même, hein, du droit de la chaise vide, pardon, et sur cette question du droit de veto, on voit que 60 ans plus tard, on n'en est plus là, et au contraire, nos dirigeants poussent à la roue pour aller vers ça. Donc voilà un peu quel est le saut fédéral qu'on veut nous faire malgré nous sur cette question-là. Et quand M. Macron dit que cette question et cette élection est existentielle, d'une certaine manière, il a raison, parce que la majorité plurielle qui existe au Parlement européen, j'ai expliqué que finalement, elle s'amenuise d'élection en élection. Elle se maintiendra peut-être encore en juin 2024, mais il n'est pas sûr qu'elle reste en place encore bien longtemps. Vous expliquez aussi que donc, pour justifier sa souveraineté européenne, Macron cherche à forger, donc, comme vous le disiez, un peuple sur la base d'une identité assimilée à celle d'une civilisation, laquelle se définit d'abord par son extériorité avec le monde qui l'entoure, et notamment dans le contexte de la guerre avec la Russie. Ce discours civilisationnel nous semble commun au discours de l'extrême droite, et donc je voulais vous demander, n'est-il pas le versant idéologique de la guerre que mènent justement l'UE et l'OTAN contre la Russie et bientôt contre la Chine ? Si, mais vous avez employé les trois termes, je crois, qui sont importants, c'est-à-dire qu'on voit bien le glissement de la souveraineté vers l'identité et vers la civilisation. C'est ça le fond de la pensée de M. Macron, mais je crois que c'est Philippe Séguin, à qui on peut reprocher bien des choses et avec lequel j'ai bien des désaccords sur les questions notamment économiques et sociales, mais qui avait une certaine idée de ce qu'était la France et de ce qu'était la souveraineté, et y compris la souveraineté populaire, et qui dans un grand discours à l'Assemblée nationale à l'occasion du traité de Maastricht, vous savez que c'était le fer de lance à l'époque, Philippe Séguin, du non au traité de Maastricht, expliquait que finalement l'identité c'est ce qui nous restait une fois qu'on avait été dépouillé de notre souveraineté. C'est ça que dit M. Macron, il essaie de nous rabattre sur une identité culturelle, une identité économique qui forgerait un corps civilisationnel. Et donc son idée derrière, et c'est en ça qu'on voit le glissement de la souveraineté européenne qui était au cœur du discours de la Sorbonne de 2017 et l'Europe puissance qui était au cœur du discours de la Sorbonne de 2024, on glisse de l'un à l'autre par cet arc-là, donc souveraineté, identité, civilisation, pour aller vers une idée d'Europe puissance et pour inscrire finalement, parce que c'est quand même ça l'idée de M. Macron, c'est l'idée de la mondialisation heureuse qui doit continuer et perdurer coûte que coûte, et donc pour faire en sorte que une Europe puissance puisse s'inscrire dans une géopolitique internationale et dans une espèce de trépied avec la Chine et avec les États-Unis. Mais enfin, tout cela est totalement révolu. Ça, c'était la vision géopolitique qu'on pouvait avoir avant la crise Covid, ou même il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. M. Macron a énormément de retard par rapport à ça. Chacun voit aujourd'hui que l'Union européenne est devenue un territoire de déclassement, et que la politique internationale, non seulement ne repose plus sur ce triptyque Union européenne,
Chine, États-Unis, mais que les acteurs ont évolué. La Russie est redevenue un acteur. On voit que ce qu'on appelle le Sud global, je ne suis pas sûr que cette expression soit la meilleure, mais pèse de plus en plus. On voit la puissance nouvelle qui a été prise par les pays des BRICS qui sont dans une phase d'élargissement, quand bien même ils ont, et j'en suis d'accord, des divergences d'intérêts entre eux. Mais on voit que c'est l'ensemble du système qui est en train de se redéfinir. Et finalement, M. Macron voudrait nous maintenir dans un système à l'ancienne, tel qu'il était, avec l'Occident, pour le dire vite, et éventuellement désormais la Chine comme nouvel acteur, comme pouvait l'être jadis le Japon, qui a été récupéré dans le camp dit occidental. Tout ça n'a absolument aucun sens, a une obsolescence même géopolitique, et aujourd'hui on voit bien qu'on n'est plus dans un monde non seulement unipolaire, on voit bien qu'on n'est plus dans un monde tripolaire. Certains disent un monde multipolaire, moi je crois qu'on est plutôt dans un monde apolaire, c'est-à-dire que les pays ne veulent pas être rattachés à qui que ce soit et veulent bien aller piocher pour leurs intérêts économiques avec d'un côté la Chine, de l'autre l'Union européenne, de l'autre des pays d'Amérique du Sud ou les États-Unis. Je crois qu'on est dans cette situation géopolitique internationale et qu'il y a une méprise absolument dramatique de M. Macron sur ces aspects qui essaie de se rattacher à un radeau qui est en réalité en train de couler, celui de l'Union européenne. Et donc, dans cette situation, pour retrouver la voie de la paix, du progrès social et de la souveraineté nationale et populaire, ne faut-il pas sortir de l'Union européenne, justement? Alors, en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. La question est, faut-il sortir et décider et proclamer on sort de l'Union européenne ou, et je crois que c'est là l'une des avancées les plus notables qu'on constate depuis quelques années, où est-on dans cette situation où l'Union européenne en tant que telle est en train de s'effondrer? Et donc, la nécessité d'en sortir, on n'a pas besoin de faire l'acte de sortie, c'est-à-dire qu'on peut agir sans même avoir à sortir, mais en ne respectant plus aucune règle. Plus personne ne respecte aucune règle au sein de l'Union européenne, et les premiers qui l'ont fait, c'est les Allemands. Ils ne respectent aucune règle. Qui respecte des règles encore au sein de l'Union européenne? La France. Et quasiment exclusivement la France. Mais pourquoi respecte-t-elle des règles? C'est la question que vous m'avez posée il y a un instant. Parce qu'elle pense que l'Union européenne est sa bouée de sauvetage. Plus aucun pays ne pense comme ça. Quand les Espagnols ont besoin de reprendre leur liberté sur les tarifs réglementés de l'électricité et de l'énergie, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font. Voilà. Ils le décident et ils le mettent en place. Le Portugal fait pareil. L'Allemagne s'affranchit de toutes les règles budgétaires autant qu'elle le souhaite. Et qui refuse de faire cela? Qui nous promet pour 2027 de revenir sous les 3% de déficit? La France. C'est pas tant l'Union européenne qui aujourd'hui est un corset que ces émissaires coloniaux au sein de notre propre pays qui, eux, nous imposent cette politique. Finalement, d'une certaine manière, l'Union européenne n'existe plus à partir du moment où on décide de ne plus s'inscrire en son sein et où on décide de reprendre notre liberté, notre droit souverain de désobéir. Et de faire primer, et je crois que c'est ça le plus important, de faire primer le droit national en dernier ressort, dès lors que une loi serait votée par un Parlement national et qui s'opposerait, qui rentrerait en confrontation avec quelque chose qui a été voté à Strasbourg. Voilà comment on pourrait faire les choses. Alors, est-ce qu'il faut, et je ne vais pas barguigner, est-ce qu'il faut faire acte volontariste pour sortir aujourd'hui, oui, parce que directement? Ne pas respecter les traités et s'affranchir de ce carcan, c'est faire une sortie de fait de l'Union européenne. Moi, je le vois comme une sortie de fait de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut aller plus loin et est-ce qu'il faut dire et est-ce qu'il faut poser dans le débat public aujourd'hui, on sort, on quitte l'Union européenne? Je ne suis pas sûr. Voilà, je préfère le dire. Je ne suis pas sûr que nous ayons, sur cette question, de manière abrupte, aujourd'hui, le rapport de force politique et culturelle pour gagner le combat s'il est présenté comme cela. Je suis convaincu, par contre, que laisser aller l'Union européenne à sa perte, comme elle est en train de le faire, et récupérer dès aujourd'hui, je dis bien dès aujourd'hui, nos capacités de décision collective et souveraine,
dans ce cas-là, on peut le faire. Et remettre en place derrière des constructions alternatives, dès aujourd'hui, on peut le faire. Donc voilà, moi, la discussion, je pense, stratégique et politique que nous avons à mettre en œuvre. Mais attention, hein, je dis pas on remet ça au calendrier grec ou quoi que ce soit. Enfin, vous avez rappelé dans l'introduction que j'ai été à une époque un des tenants de la ligne dite populiste, je pense que c'était réducteur, de la ligne populaire de la France insoumise et que j'ai un peu présidé à la mise en place de cette ligne contre la ligne rassembler la gauche de 2022, et que l'un des éléments structurants là-dedans, c'était les désaccords effectivement que j'avais sur cette question de l'Union européenne. Il y avait à l'époque une ligne, un plan A et un plan B à la France insoumise. Le plan A, c'était on commence par désobéir, voilà, et on crée une ambiance. C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait cette expression, on crée une ambiance. Ouais, on crée une ambiance, on commence par désobéir, on reprend notre souveraineté tout de suite. Et après, ouais, on peut aller à la table de discussion, voilà. Effectivement, là, le discours avait évolué vers un plan B qui disait attention, on va peut-être désobéir, méfiez-vous. Bon, là, vous avez compris que vous avez déjà perdu le rapport de force et donc que vous perdez surtout votre capacité immédiate à agir. Ben, je crois qu'aujourd'hui, on en est encore un peu dans cette situation-là. Le problème, c'est que, enfin, le problème ou la facilité que nous avons aujourd'hui, c'est que d'autres pays ont fait les choses avant nous, voilà, et qui nous montrent que c'est facile aujourd'hui de désobéir et de reprendre en main notre pouvoir souverain. Pourquoi ne le fait-on pas en France? Tout simplement parce que jusqu'à présent, on a les dirigeants qui empêchent de le faire. Donc c'est peut-être aussi de notre faute à nous autres, en tant que citoyens, de notre responsabilité à nous autres, en tant que militants politiques ou en tant qu'analystes, de ne pas arriver à faire passer suffisamment ce message, que les élections nationales, elles ont quand même un intérêt sur ces aspects-là, et que c'est peut-être d'ailleurs ça le plus important, et c'est aussi pour ça que c'est ce qui se discute le moins lors d'une élection présidentielle ou autre. Merci beaucoup François Coq. Merci à vous. Donc, je rappelle que vous avez écrit Alerte à la souveraineté européenne, donc en 2018, avant les précédentes élections européennes, que je conseille à tout le monde. Merci, à bientôt.